J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signe-là, 15 ans. J'ai eu du bol, hein, j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Chapitre 1, l'enfant qui ne riait pas. Avant la salopette, avant les salles pleines, avant le rire, il y avait un môme, silencieux, paumé, en colère. Michel Colucci naît le 28 octobre 1944 dans un Paris encore sous les gravats, 3 semaines après la libération. Mais lui, il n'est pas libre. Son père, un immigré italien, meurt avant qu'il ait 3 ans. Sa mère, Monette, femme de ménage, élève seule 2 enfants dans un 2 pièces sans chauffage à Montrouge. Un matin d'hiver, elle casse une brique de charbon pour chauffer un peu de soupe. Michel regarde la fumée monter. Il a 6 ans, il ne dit rien. Il apprend. Il apprend la honte du frigo vide. Il apprend les silences dans les couloirs HLM. Il apprend que l'école, ce n'est pas fait pour lui. Pas parce qu'il est bête, parce qu'il est trop lucide. Il est insolent, il dérange. On le vire, encore et encore. À 16 ans, il claque la porte. Travaille un jour, vole le lendemain, traîne dans les rues de Paris avec sa trompette. Il n'a rien, juste une colère sourde et un œil qui capte tout. Il voit une société de façade, la morale qui cache l'indifférence, l'église qui prêche l'amour mais juge sa mère, les bourgeois qui parlent d'ordre pendant qu'on nettoie leurs chiottes. Coluche n'est là, dans ses contradictions, il n'a pas encore le micro, mais il a le regard, celui des invisibles. Et un jour, ce regard deviendra voix, une voix qui va secouer la France entière. Chapitre 2, la scène comme arme. Fin des années 60. Michel devient Coluche. Un costume, une salopette. Une arme, le micro. Il monte sur scène sans filtre, sans artifice, et crache des vérités. Pas de neuf le château, puis il s'est mis la gueule dans la lourde, alors ayant mis un pansement, mais ça va aller, pareil, bon, c'est bien. Alors le pape, il faut qu'il rame maintenant, il est parti au Mexique et tout, embrasser des gosses. Il peut attraper des maladies, hein. Il est arrivé à l'hôtel, il y avait un Christ au-dessus du lit, et le mec il a dit enlevez ça me rappelle le bureau, faut pas déconner non plus. Il parle des flics, des politiciens, des curés, des racistes. La France rit, mais elle grince aussi. Ses détracteurs lui reprochent parfois une vulgarité excessive, une utilisation parfois facile de l'humour noir et une certaine incohérence dans son engagement politique. Pour ça. Oui, qu'est-ce que Ouais. c'est que la vulgarité pour vous? Ou la provocation, les deux. Ah mais c'est pas pareil. Hein. Non, mais les deux, l'un après l'autre, disons. Vous savez, on n'est pas très fort, mais enfin s'il y a 2 mots aussi différents, c'est pour vraiment désigner 2 choses. Alors si vous voulez, la vulgarité c'est une chose qui est assez mal interprétée. Alors, comme je suis un esprit pernicieux, j'ai tendance à en profiter, vous voyez. Comme dans nos régions, on confond la grossièreté avec la vulgarité, j'ai tendance à en rajouter. Est-ce encore de l'humour ou déjà une révolte? Coluche ne joue pas pour amuser, il joue pour réveiller. Remarquez, on rentre pas comme ça dans la police, hein. Il y a les examens et tout, on passe devant des psychiatres. Moi je suis passé devant un psychiatre, il m'a dit combien j'ai de doigts? Alors, il y a des examens, hein. J'ai dit je sais pas, 15. Il m'a dit bon, signe-là, 15 ans. J'ai eu du bol, hein, j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Il parle pour ceux qu'on n'invite jamais à la télé. Les pauvres, les paumés, les oubliés. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment-là. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Dans les petites salles, on entend des éclats de rire et des silences gênés. Parce qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il n'est pas qu'un humoriste, c'est un résistant, en salopette. Chapitre 3, le candidat fantôme. C'est l'histoire d'un mec. En 1980, Coluche annonce sa candidature à la présidentielle. Politiquement, on n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Tout le monde rigole, sauf ceux qu'il vise. Derrière la blague, un vrai programme, simple, brutal, taxer les riches, aider les pauvres, rendre la politique lisible. Les sondages s'emballent, ils montent à 16%, devant certains candidats officiels. Mais les coups pleuvent, les menaces arrivent, la pression monte
Et un jour, il renonce, officiellement par lassitude, officieusement pour sa sécurité. Ma candidature reste valable tant qu'on m'aura pas menacé personnellement ou quelqu'un de ma famille. Et si un nom de barrière était net, il faudra pas chercher pourquoi. Parce que je vous le dis tout de suite, je suis là. Le symbole d'un type qui a osé et qui a dérangé. Même sans aller jusqu'au bout, il a fait trembler le système. Coluche est devenu un mythe politique, sans jamais avoir été ministre, ni député, juste entendu. Chapitre 4, l'héritage des invisibles. En 1985, la France traverse une crise sociale majeure. Les médias regardent ailleurs. Coluche, non. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Une simple idée et un raz-de-marée solidaire. Des milliers de bénévoles, des millions de repas, un impact national. L'humoriste devient acteur. Pas de sketch, pas de vanne, juste des actes. Coluche prouve qu'on peut rire fort, parler vrai et tendre la main. Aujourd'hui encore, les restos nourrissent à la France et rappellent que le rire peut aussi nourrir. Chapitre 5, Coluche n'est pas mort. Il meurt en 1986, mais il ne disparaît pas. Son fantôme flotte, dans les débats, dans les silences, dans les colères. Juste un mec libre. Il a montré qu'on pouvait dire merde aux puissants, défendre les pauvres sans les plaindre, et transformer une blague en cri social. Aujourd'hui, le monde est encore plus inégal, plus dur, plus contrôlé. Et les humoristes, ils marchent sur des œufs. La peur du scandale, du boycott, des procès. Coluche dérangeait. Aujourd'hui, on l'aurait censuré. Mais il reste une trace, une salopette suspendue, un micro qui attend. Je suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. Ça fait toute la différence? Alors, où sont les Coluches d'aujourd'hui? Pas des imitateurs, des vrais, qui osent.